Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. L'essence coûte de plus en plus cher à la pompe. Ça coûte cher évidemment pour les Français. Faut-il faire un geste, peut-être une ristourne de carburant comme l'a réclamé sur ce plateau Xavier Bertrand? Il y a un premier sujet, c'est pourquoi on est aussi dépendant au pétrole dans notre société. Et les écologistes disent depuis des années, parce que c'est un fait géopolitique, économique inéluctable, puisque cette ressource, outre les tensions qu'il peut y avoir dans les pays exportateurs de pétrole, est amenée à se raréfier. C'est une ressource non renouvelable. Et donc on sait depuis des années qu'en se rendant aussi dépendant du pétrole, on arrivera à un problème certes environnemental, mais aussi social. Il y a un contexte géopolitique et économique qui fait aussi que le baril remonte. Mais oui, mais on est quand même addict au pétrole, et si on ne se désintoxique pas du pétrole, on va devoir en signer des chèques aux Français et dans le monde entier pour les aider à le payer, puisque ça va être de plus en plus cher. Donc déjà, dans le court terme, oui, il faut des solutions, mais s'il y a moyen et à long terme, on veut s'en sortir, il faut aussi mettre en place des alternatives, d'autres types de véhicules motorisés, mais aussi des alternatives à la voiture, comme c'est fait dans toutes les villes et métropoles écologistes. À Lyon, à partir du 1er janvier 2024, on paiera des abonnements gratuits aux transports en commun, aux véhicules en partage pendant 3 mois pour que les gens testent des alternatives. En Europe, il n'y aura plus de véhicules thermiques après 2035, on le rappelle, c'est ce qui a été voté au niveau européen. On verra. Là, très concrètement, est-ce qu'il faut faire un geste pour les automobilistes ? Évidemment que quand vous êtes un État qui a placé ses concitoyens depuis des années dans cette dépendance et qu'ils se retrouvent engorgés aussi parce que votre politique de salaire, votre politique sociale ne suffit plus aujourd'hui à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, dans ce pays, manger, partir en vacances, 40% de l'ont pas fait. Vous ne répondez pas à ma question, excusez-moi. Mais je vous dis aussi que c'est... Est-ce qu'il faut soutenir les Français qui ont du mal à payer la pompe ? Il faut soutenir les Français avec le pouvoir d'achat. C'est pas possible qu'aujourd'hui, se déplacer, manger, partir en vacances et payer sa rentrée scolaire soit devenu inaccessible à beaucoup de Français. C'est pas normal, et c'est pas qu'un problème d'essence, c'est un problème social. Donc oui, il faut résoudre ce problème social. Écoutez ce que disait Bruno Le Maire à propos du fait d'instaurer une ristourne à la pompe. C'était hier sur France Info. Vous ne pouvez pas, matin, midi et soir, à juste titre, nous expliquer que la planète flambe, qu'on n'a jamais eu des températures aussi élevées, et dépenser 12 milliards d'euros, c'est le coût d'une remise à 20 centimes sur un an, pour les énergies fossiles et pour les carburants. C'est une aberration écologique. Bruno Le Maire qui parle d'aberration écologique, il s'est converti à l'écologie, Bruno Le Maire ? J'ai pas encore reçu sa demande d'adhésion, mais en fait, Bruno Le Maire, là, il se fait pas le porte-parole de l'écologie, c'est le porte-parole de Total. Ah bon. C'est-à-dire que Total, qui l'année dernière a fait 36 milliards de bénéfices... Il demande un geste à Total en l'occurrence. 36 milliards de bénéfices, donc on va faire semblant qu'ils sont sympas parce qu'ils ont donné des miettes, mais la réalité c'est que la mesure, les 30 centimes de baisse dont on parlait, c'est 12 milliards d'euros. Le gouvernement nous dit on peut pas, c'est trop cher. Et en plus c'est pas écolo, c'est pas ça leur premier argument en vrai. Mais surtout la réalité c'est qu'ils ne vont pas chercher ces super profits chez Total. Mais vous proposez quoi, Marine Tondelier ? On a du mal à comprendre. Qu'est-ce que vous proposez pour le porte-monnaie des Français ? Est-ce que vous proposez une ristourne à la pompe, oui ou non ? Je vous dis que oui, en urgence, il faut aider les Françaises et les Français qui ont besoin de cette essence pour travailler, pour vivre, pour voir leur famille à le payer. Mais que c'est à Total de rendre l'argent qu'il nous prend dans les poches à chaque plein d'essence, parce qu'il bénéficie de cette crise. Et donc, ils ont des super profits à cause de la crise et de l'augmentation de ce prix. Et donc, normalement, dans un pays juste, où il y a de plus en plus de pauvres, mais aussi de plus en plus de milliardaires, on doit organiser la redistribution dans ces cas-là. Donc oui, il faut aider dans l'urgence les Français et aller les chercher dans les caisses de Total. Ce que ne vous dit pas Bruno Le Maire, c'est que c'est ça que ce gouvernement a peur de faire, car ils sont des alliés objectifs de ces grands lobbies, ils sont au service de la classe dominante. Nous ne sommes pas en tant qu'écologistes. Vous faisiez pour le porte-monnaie des Français, on ne comprend pas très bien ce que veulent faire les écologistes face à l'inflation en fait. Les choses sont simples. Aujourd'hui, il y a le problème de l'essence dont vous venez de parler, il y a le problème de la rentrée scolaire, on parle d'une inflation de 11,3% des fournitures, alors que les salaires évidemment n'ont pas augmenté dans de telles proportions. Il y a 40% des Français qui ont réduit leur portion alimentaire. On en est là. Il y a 10 millions de Français aujourd'hui qui relèvent de l'aide alimentaire, et même les Restos du Cœur en sont amenés à dire qu'ils ne pourront pas aider tout le monde puisque l'État ne les aide pas à cette hauteur-là. Donc on est dans un moment qui est dramatique. Et on se focalise sur l'essence, qui est un vrai sujet pour plein de Français qui habitent dans des zones où ils ont besoin de la voiture pour aller travailler. Ça semble difficile pour vous de dire qu'il faut de fait soutenir. Non, je l'ai dit de manière beaucoup plus claire que Bruno Le Maire d'ailleurs. Et je ne suis pas moins écologiste que Bruno Le Maire. Je vous dis juste que dans des moments de crise comme nous traversons, dans lesquels l'État a mis les concitoyens
Oui, il faut les aider, parce que certains d'entre eux ne pourront plus aller travailler. Donc plutôt des chèques ciblés plutôt qu'une ristourne générale, c'est ça qu'on essaie de comprendre. Oui, et puis surtout, discuter de ça, c'est pas le contribuable qui a à payer cette mesure. C'est Total qui doit rendre les super profits qu'il fait. Ce sont des profiteurs de crise. Il faut résoudre ce problème. Marine Tondelier, autre sujet dans l'actualité aujourd'hui. Le procès des militants anti-bassines s'ouvre à Niort après les manifestations interdites de mars notamment. Alors, on a un peu de mal à comprendre parce qu'hier, vous étiez auditionné à l'Assemblée et vous condamniez les violences en lien avec ces événements. Mais aujourd'hui, vous allez à Niort pour soutenir les militants qui sont jugés ? Oui. La non-violence est un principe fondateur de l'écologie politique. Fondateur, c'est dans notre ADN, non-violence physique, non-violence contre les personnes, contre les objets, non-violence verbale. C'est ce que nous sommes chez Europe Écologie Les Verts, c'est ce que nous avons toujours porté. On assiste à une montée des violences dans ce pays, partout. Dans plein de domaines, vous voyez une montée des violences que nous, en tant que parti, on a la responsabilité de canaliser. On doit être, comme le sont les syndicats, des forces de médiation entre cette colère qui est légitime et les institutions. Encourager à la participation à une manifestation interdite, parce que parmi les faits qui sont reprochés à ces militants, il y a des vols, des dégradations, l'organisation de manifestations interdites. Vous, c'est votre rôle, en tant qu'élu, en tant que représentante de la nation, d'aller soutenir des personnes qui sont mises en cause pour ce genre de faits ? Notre rôle, c'est d'alerter sur le sujet de l'eau. Et ces militants, en Poitou-Charentes, où le sujet est sur la table depuis des décennies, on a des gens qui veulent porter le sujet de l'eau depuis des décennies. Aujourd'hui, là, le dernier chiffre des autorités françaises, c'est que 72% des nappes phréatiques étaient en dessous de leur niveau normal et que 85 villes et villages n'avaient plus d'eau potable au robinet. On en est là. Il y a des endroits où on explique que c'est de la faute des écolos qui sont pénibles et tout ça. Sauf que vous pouvez enlever tous les écolos de ce pays et même du monde, il y aura encore un problème d'eau. Les méga-bassines qu'on nous propose comme alternative miracle sont en fait un système pire puisque, et chacun le comprendra, les scientifiques le disent, le meilleur moyen de conserver de l'eau, le meilleur réservoir possible, il est naturel, il a été créé par la nature, ça s'appelle la nappe phréatique. Les méga-bassines, c'est dire, on va pomper dans la nappe phréatique de l'eau, qu'on va stocker en surface, donc qui s'évapore, mais comme ça, quand il y aura un arrêté sécheresse, on aura le droit de prendre dans notre bassine. C'est ça que c'est. Ça coûte des sommes colossales, c'est pas efficace, et c'est injuste parce que ceux qui font la méga-bassine, parce qu'ils ont l'argent pour le faire, auront de l'eau au moment de l'arrêté sécheresse. Les maraîchers qui ne l'ont pas, ne l'auront pas. Et donc, c'est des endroits où il y a des tensions depuis des années, parce que des maraîchers disent, nous, on n'aura plus d'eau à cause de ces méga-bassines, et donc c'est aussi une tension entre les petits agriculteurs et les gros. Deuxièmement, il y a plein de référés, de recours dans tous les sens, qu'on gagne un par un depuis des années. Mais le droit environnemental, la justice, est faite de telle manière que vous gagnez au fond des années après que le projet soit fait. Donc l'atteinte à la nature est faite. À Sivins, vous vous rappelez du barrage de Sivins, si la ZAD n'avait pas été faite, si Rémi Fraisse n'était pas mort, ce projet aurait été fait. Et donc il aurait été annulé trop tard, le barrage aurait existé. Et donc il faut comprendre dans ce pays que quand vous ne pouvez pas parler du fond, vous n'êtes pas entendu sur le fond, vous n'êtes pas entendu en justice, et que vos manifs, celles de Sainte-Soline, les 4, ont été annulées. Il n'y a jamais eu autant d'annulations de manifestations dans ce pays. Parce qu'il y avait des risques de violence. D'ailleurs, il y avait une présence importante de Black Bloc. Il n'y a jamais eu de manif possible à Sainte-Soline. Jamais. Et parce que c'était dangereux. Il y avait des risques de troubles à l'ordre public. Oui, mais je constate qu'aujourd'hui, il y a des risques partout, toujours de troubles à l'ordre public, et donc on ne peut plus manifester. La responsabilité de la liberté de manifester est celle du ministre de l'Intérieur et celle de l'État. Dire on ne peut plus manifester, c'est pas possible. C'est un problème aussi dans un état de droit. Et donc, on veut pouvoir manifester tranquillement. Et les soulèvements de la Terre l'ont fait d'ailleurs lors du convoi de l'eau cet été. Une semaine. Mais comme tout s'est bien passé, on en a beaucoup moins parlé. Vous connaissez la mécanique. On se reparle dans un instant, juste après le fil info. Toujours avec Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Le père d'une lycéenne refusée d'entrée scolaire pour port d'abaya est en garde à vue en ce moment. Il est soupçonné d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre d'un proviseur à Clermont-Ferrand. Quelle est votre réaction ? On n'a pas beaucoup de détails sur cette affaire. Donc, elle avait refusé d'enlever son abaya. Oui, elle a refusé, mais on ne sait pas dans quel cas de l'altercation a eu lieu. Enfin, je n'ai pas les éléments. Elle est soupçonnée d'avoir menacé de mort le proviseur. C'est qu'en lançant ce débat sur l'abaya à la rentrée, on était sûr que ça n'allait pas participer à l'apaisement du pays. Et j'ai eu, comme beaucoup d'observateurs dans ce pays, l'impression d'une stratégie de diversion en fait, du ministère de l'Éducation, parce que ça évite de parler des 3 000 profs qui manquaient à la rentrée, ça évite de parler des 23% d'enfants en situation de handicap qui n'avaient pas de solution de scolarisation, ça évite de parler des classes en sureffectif, ça évite de parler des profs qui ne sont pas assez payés, ça évite de parler aussi du harcèlement scolaire qui est politique. Vous non plus, vous n'en avez pas parlé de l'abaya, Marine Tondelier. Le Conseil d'État, hier, juste parce que ça c'est aussi l'actualité, le Conseil d'État a tranché en estimant que l'interdiction de l'abaya devait être validée.
Est-ce que vous vous en félicitez ou vous le déplorez sur le fond? Mais c'est interdit, c'est comme ça. Moi, c'est la loi et c'est ce qu'a décidé le gouvernement, dont acte. Mais je ne pense pas que ça aide les professeurs. L'abaya, c'est compliqué comme symbole parce que c'est pas tout le temps un fait religieux. Je ne nie pas qu'il y ait une partie fait religieux pour des gens qui le portent, mais pour plein d'autres non. Et d'ailleurs, on a vu sur les réseaux sociaux plein d'exemples de gens qui postaient des tenues en disant alors c'est un abaya ou une robe Gucci à 3 000 €. On voit pas la différence. En l'occurrence, le Conseil d'État dit que c'est porté dans une... Dans certaines situations, oui, c'est le cas. Pour je suis pas naïve sur ce sujet, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'à la fin, évidemment, celles qui vont être retoquées sur des tenues à l'école, ce sont des jeunes filles, comme c'était le cas pour le crop top, et ce sont des jeunes filles de confession musulmane, comme c'était le cas pour le voile. Et donc, il y a quand même un truc qui est assez humiliant aussi. On passe notre temps à débattre de la tenue des femmes. Et je le dis sans naïveté sur ce que certains peuvent souhaiter pour les tenues des femmes et sur le fait religieux qu'il peut y avoir derrière. Mais vous voyez, à un moment, on parle d'enfants qui vont être humiliés à l'entrée d'école et de professeurs qu'on met en situation de devoir refuser l'entrée. Le rôle d'un prof, et je pense que c'est l'envie. Les enfants, il peut y avoir une discussion. Quand on vous refuse l'entrée à l'école, évidemment que c'est un moment dont vous vous rappelez toute votre vie, quel que soit le motif pour lequel vous portiez votre vêtement. Et encore une fois, je ne suis pas naïve là-dessus. Ce que je vous dis, c'est que pour plein de professeurs, la logique, dans ces cas-là, serait d'inviter les parents à discuter, de comprendre, de prendre ce temps-là. Les chiffres que je vous ai donnés, le manque de temps qu'ils ont pour le faire, le manque de soutien qu'ils ont pour le faire, fait que c'est devenu impossible. Et donc, on fait, comme pour les manifestations, une interdiction qui est sûrement la solution de facilité mécanique quand on n'a pas le temps. Je ne suis pas sûre qu'à moyen terme, ça aide à socialiser mieux les gens, à faire une société plus apaisée, parce que quand on en vient à l'interdiction, c'est toujours un échec. Et de la politique de ce pays sur le sujet et de la politique éducative. Pourtant, les socialistes et les communistes qui sont au sein de la NUPES, eux, ils se félicitent de cette interdiction. Mais moi, je ne vous dis pas que la laïcité, c'était une valeur de gauche. Je vous dis que je suis gênée. C'est pas une valeur et cardinale, je vous dis que la place qu'occupe ce débat depuis quelques jours dans le débat public nous masque des sujets qui, à mon avis, sont bien plus importants pour le quotidien des Français. Moi, mon fils a fait sa rentrée en maternelle. 40% des enfants ne sont pas partis en vacances cet été. Dans toutes les classes de France, le vrai clivage le jour de la rentrée, c'était ça. C'était les enfants qui avaient des souvenirs d'ailleurs à raconter et ceux qui n'en avaient pas. La NUPES a proposé, là nous étions tous d'accord, un texte sur le sujet pour qu'il y ait un droit aux vacances pour toutes et tous. Et je peux vous dire que ce serait très émancipateur pour nos enfants, pour tous nos enfants. Et l'expérimentation de l'uniforme à l'école. Ouais, juste un mot peut-être, est-ce que finalement ça ne viendrait pas clore un peu le débat et remettre... les choses. Il y a quelque chose qui me choque, c'est que j'ai entendu que ce serait une expérimentation que pour les quartiers populaires. Et je trouve ça stigmatisant. Donc j'attends d'avoir les détails. Bon. Si c'était le cas, je trouverais ça un peu perturbant, oui. Il y a quelques heures, 24 heures, vous avez reçu une lettre du président de la République pour faire le bilan des rencontres du 30 août avec les chefs de parti. Il vous demande de répondre d'ici à dimanche soir. Qu'est-ce que vous allez lui répondre ? Alors j'ai déjà répondu tout de suite, tout comme j'avais répondu tout de suite à son premier courrier. Vous savez, quand il a dit « initiative politique d'ampleur, je vous convoque tous » avec des sujets vraiment, les défis contemporains, tous vont être abordés. Il manquait juste l'écologie et l'environnement dans son courrier. Petit lapsus volontaire ou pas, on ne saura jamais. Mais moi, tout de suite, j'avais dit « je pense qu'il manque un sujet ». On m'avait dit « non, mais vous inquiétez pas, c'est parce que l'écologie est partout ». Dans tous les thèmes, vous allez voir, il y aura de l'écologie. Il se trouve que pendant 12 heures, ça a duré 12 heures, je me suis sentie dans une forme de moment de solitude permanent à remettre le sujet sur la table, avec quelques notes d'Emmanuel Macron griffonnées sur son papier, mais c'est pas ça qui a suscité le débat. J'avais l'impression d'être face à un syndicat de copropriétaires qui voulait discuter du statut de l'élu, de pourquoi on peut pas cumuler plus les mandats et comment on fait des référendums. Et je pense pas que ce soit les sujets qui intéressaient les Français. Moi, je voulais parler d'environnement et de pouvoir d'achat et ça a été extrêmement difficile. Dans le courrier d'Emmanuel Macron reçu la nuit dernière, c'est un compte-rendu, un relevé de décision, c'est limpide. Il y a un tout petit truc sur l'environnement. Il regrette qu'on n'en ait pas assez parlé. Peut-être que s'il avait mis à l'ordre du jour, on en aurait plus parlé d'ailleurs. Et on va rentrer dans le détail. Les choses sont claires. À chaque fois qu'on pourra aller discuter des préoccupations des Français, on sera là. Parce qu'il y a toujours cet espoir qu'on puisse faire avancer des dossiers. Par exemple, sur le pass rail qui a été annoncé par Clément Beaune, c'est le premier sujet dont j'ai parlé à Madame Borne quand je l'ai rencontrée, mon premier rendez-vous de secrétaire national en décembre dernier. J'en ai reparlé cette nuit-là. Bon, c'est annoncé 3 jours après et les écologistes se battent, Karima Delli notamment comme présidente de la commission transport à l'Europe depuis des années. Donc je me dis, si au moins ça fait avancer ça pour les Français, tant mieux. Et donc, s'il y a des réunions où enfin on peut parler d'environnement et d'écologie, j'y serai. Si c'est pour continuer le syndicat de copropriétaires juste sur des sujets qui intéressent les politiques sur la politique, j'aurais plus de mal à m'y intéresser. La question de l'immigration qui n'était pas ressortie immédiatement d'ailleurs des comptes rendus de ces 12 heures de discussion, mais qui s'est retrouvée dans le courrier d'Emmanuel Macron. Est-ce que l'idée d'un référendum sur l'immigration, une révision constitutionnelle, est-ce que c'est une ligne rouge par exemple ?
Moi, j'en étais resté à un président qui se donnait 100 jours pour apaiser. Je ne suis pas sûre que ce soit à coup de référendum sur l'immigration qu'on apaise un pays. Et Emmanuel Macron lui-même l'a reconnu pendant cette réunion. Quand le sujet du projet de loi immigration de la rentrée est abordé, j'ai dit écoutez, je ne pense pas que ce soit de nature à apaiser le pays. Il a dit un truc genre bah oui, c'est sûr que ça ne va pas apaiser. Mais pourquoi et alors, un référendum sur l'immigration non plus. Et surtout, si les Français le réclament, vous avez peur de consulter les Français sur l'immigration ? Ce référendum, et quel que soit le résultat, ne changera rien à leur quotidien. Ne changera rien à leur quotidien. Par contre, si on durcit, si on fait ce que le gouvernement, la droite et l'ultra-droite ont l'intention de faire, ça fera mourir des gens en Méditerranée et dans la Manche, dans l'indifférence générale et à cause de la lâcheté politique de certains dirigeants de ce pays. Je le dis aussi clairement que ça. Donc vous avez peur de consulter les Français parce que vous avez peur que ça débouche sur les positions du Rassemblement l'initiative politique d'ampleur, qu'on discute, qu'on fait des trucs avec tous les chefs de parti, j'ai pas de problème avec ça. Je suis une républicaine. J'ai toujours été pour le dialogue. Par contre, si c'est pour assister sous mes yeux ébahis à la lune de miel entre Emmanuel Macron et l'extrême droite, en fait, ça se fera sans moi. Je les laisserai dans leur couple et puis voilà. Donc on en est là et moi j'attends de voir. J'ai rendez-vous avec la Première ministre et Cyril Châtelain, présidente de notre groupe à l'Assemblée nationale, jeudi prochain pour parler de la planification écologique. Évidemment que nous y serons. Et puis les rendez-vous, on verra au cas par cas si on trouve qu'on a un truc intelligent à dire et si ça fait avancer la France ou pas. La planification écologique qui sera là, notamment présentée par Elisabeth Borne. Et on en parle dans un instant, juste après le fil info. Toujours avec Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Vous parliez à l'instant de la planification écologique. Et bien justement, Elisabeth Borne vous présentera sa feuille de route le 14 septembre à vous et aux autres groupes politiques. Vous dites quoi ? Il était temps ? Je dis qu'au moins, cette réunion du 30 août aura servi à ça, puisqu'à la sortie des 12 heures, où j'ai fini un peu émue cette réunion, je pense que tout le monde l'a senti dans la salle, où quand vous le dites pour la 4e fois que vous êtes toute seule et qu'il est 3h30 du matin, je pense que les gens ont ressenti mon émotion. Et donc, et le président de la République et la Première ministre sont venus me voir quand on partait, et la Première ministre m'a dit non mais il y a la planification écologique, il faut que je vous explique, vous allez voir, vous allez être moins éco-anxieuse en gros après. Donc j'ai dit ok, mais ça devait être présenté en juin, ça a été reporté sine die et on n'a pas de nouvelles, je ne sais même pas ce qu'il y a dans cette planification. Et donc elle m'a dit faudrait qu'on vous la présente. Et puis son cabinet m'a rappelé pour me dire qu'ils avaient décidé de présenter à chaque chef de parti. Moi j'aurais peut-être aimé que ce soit une réunion avec tous les chefs de parti ensemble, parce que j'aurais été très émue d'entendre mes collègues chefs de parti parler de ça plutôt que du cumul des mandats. Bon, ce sera séparé, on verra. Sur la planification écologique, j'attends de voir ce qu'il y a dedans, mais sur le fait même que ça existe, tant mieux, évidemment. La crainte que j'ai avec ce gouvernement, c'est que c'est toujours la même chose. Vous avez une annonce de com environnementale, et d'ailleurs vous voyez bien que la manière dont on en parle là, c'est de la com. C'est-à-dire qu'il y a eu la réunion, zut, on n'a pas parlé d'écologie, il y a quand même eu cet été, les Français sont inquiets, bon, on va faire un truc, envoyons Elisabeth Borne présenter à chaque parti, ça va occuper le terrain. C'est comme ça que ça se passe. C'était prévu depuis des mois, ça a été reporté plusieurs fois. Au moins ça existe. Et puis, moi je me rappelle de précédentes mesures. Par exemple, quand on a annoncé, ce qu'on demandait depuis des années, que les vols intérieurs en avion soient interdits dans ce pays quand on peut faire en moins de 2h30 de manière directe en train. Ça a été annoncé, c'est bon, on va le faire. Vous êtes contents les écolos ? Oui, on attend de voir. Mais on est content, on attend de voir. On a vu, il n'y a que 2,5% des vols intérieurs qui ont été interdits. Et sur la ligne Paris-Rennes, qui se fait en 1h40 en train, ils ont dit non mais finalement on croit qu'il n'y a pas assez de trains, on va quand même laisser la ligne d'avion. Il y a eu des dérogations dans tous les sens. Aujourd'hui, moi quand je discute avec les associations spécialistes de la biodiversité, vous savez, il y a un sujet, il y a 20 000 km de haies qui disparaissent chaque année en France. C'est un problème sur la biodiversité puisque en 40 ans, en Europe, on a perdu 25% des oiseaux, de tous les oiseaux. 60% des oiseaux des champs ont disparu en 40 ans. C'est une tragédie pour la biodiversité, pour le vivant, pour l'alimentation, etc. C'est dû aux haies. Et 20 000 km de haies disparaissent chaque année. On me dit que dans la planification, ils vont dire, super, on met 15 000 km de haies par an en plus, et donc on incite les agriculteurs à en planter. Sauf que ce qu'on pressent, c'est ce que me disent les associations qui ont eu des échanges avec l'État sur le sujet, c'est qu'on va, dans le même temps, faire plein de dérogations pour que ceux qui plantent des haies puissent en enlever autre part où ça les arrangeait pas. Et donc vous voyez, il y a toujours ce truc de com où on va faire de grandes annonces pour dire les haies c'est bon, il n'y a plus de problème, dormez tranquille citoyens, le climat c'est bon, l'air c'est bon, l'eau aussi, il y a des méga-bassines. De fait, la réalité est un peu plus compliquée. Vous avez un programme écologique, on le sait évidemment, mais est-ce que votre position elle n'est pas plus confortable, pardonnez-moi l'expression, mais de fait vous n'avez pas à gérer les conséquences politiques de ce que vous prônez? J'espère que c'est une plaisanterie. Dites-moi. Quand vous dites ça. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas sans savoir. Sur les ZFE, par exemple, on entend assez peu la gauche soutenir les ZFE qui sont, rappelons-le, une manière je pense que le système, je ne juge pas vous deux, mais le système politico-médiatique de ce pays fait qu'il est plus facile de discuter des dérapages de Michel Sardou et de la Baïa que de ça. Des choses très concrètes. ZFE. C'est facile pour vous les écolos, vous n'êtes pas au pouvoir, mais
nos maires dirigent les plus grandes villes de ce pays et mettent en place quotidiennement pour des millions de Français, des politiques de transition écologique et sociale. C'est des millions d'enfants qui ont des repas bio locaux à la cantine. C'est des kilomètres de pistes cyclables. C'est des transports avec plus de moyens de transport public. C'est des arbres qui sont plantés partout, tout le temps. Alors donc pourquoi aujourd'hui, à gauche, vous n'êtes pas les leaders de la gauche afin de... Non, mais on est dans la canicule. Aller dans une ville pas écolo et aller dans une ville écolo. Vous verrez la différence de la manière dont on a des échéances électorales d'ici quelques mois, quelques années. Vous êtes là, vous commentez. C'est plus facile que d'être au pouvoir. Non, je vous dis pas les que vous écologistes commentez. le sont. Et de manière très courageuse et très innovante. Je vous dis juste que d'ici quelques mois, quelques années, il y aura des échéances électorales. Si je vous entends, il faudrait que vous soyez évidemment en tête pour venir, notamment en tête de la gauche, pour installer... Vous voulez un président de la République écologique, ça je suis d'accord. Dites-moi. Bah évidemment. Qu'est-ce qui fait que ça n'imprime pas? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les écologistes... Quand vous pouvez mener des... Si peu, entre guillemets, pardonnez-moi de l'expression. Mais vous pouvez mener des politiques écologiques quand elles ne sont pas menées par un écologiste. Vous êtes toujours rattrapé par la patrouille. Exemple, vous avez un ministre de l'Environnement, parce que j'ai remarqué que Christophe Béchu, il a une spécificité, c'est qu'il s'est converti à l'écologie. On verra jusqu'au bout, mais il a l'air de s'être converti à l'écologie après être devenu ministre. C'est-à-dire qu'il est devenu ministre, personne ne comprenait lui-même, il disait bon, ok, environnement, je prends. Et vous racontez, j'écoute, que vraiment, plus il étudie le sujet, plus il se rend compte que quand même c'est grave et qu'il faut agir. Bon, il a l'air motivé, tant mieux, on lui souhaite bon courage. Il est même allé à Lyon féliciter les écolos pour ce qu'ils font. De temps en temps, vous, écologistes, non, pourquoi vous n'imprimez pas plus? Non, mais ce que je vois... L'année 2023 bat tous les records. Vous devriez être extrêmement audible et pourtant vous m'avez pas laissé finir sur Christophe Béchu, parce que ce que je vois, c'est qu'il peut aimer ce qu'il veut. Il peut aimer ce qu'il veut. On parle de vous, là. Le ministre de l'Agriculture continue à faire ce qu'il veut aussi. Et il perd ses arbitrages sur l'agriculture, donc sur les pesticides, sur l'eau, etc. Et donc on ne peut pas avancer comme ça. Sur le sujet de ce qu'il faut imprimer ou pas, sachez qu'on est conscient du problème. C'est exactement pour ça qu'on organise depuis des mois les États généraux de l'écologie et qu'on lancera le 14 octobre prochain un nouveau mouvement. Les écologistes, avec une écologie fédératrice, un endroit où, parce que les modes d'engagement et de militantisme ont changé aussi, les Français n'adhèrent plus aux partis politiques, ni le nôtre, ni les autres. Et ils n'adhèrent pas aux violences non plus. Et ces derniers temps, les écologistes se sont illustrés parfois dans des actions violentes contre des biens. Ça... Et parfois les gens d'Europe, alors si vous me trouvez des militants une personne d'Europe Écologie Les Verts qui a dégradé les biens, vous me donnez son nom, j'aimerais bien des militants écologistes parfois contre des agriculteurs qui sont assez aimés des Français. Mais je pense qu'il ne faut pas amalgamer. Je pense qu'il y a des personnes violentes dans des manifestations en France. C'est le cas par exemple le 1er mai aussi. Il y a des Black Blocs le 1er mai. Je vous avais jamais vu demander à Sophie Binet ou à Marie-Lise Léon, à Martinez ou à Berger si c'était eux qui organisaient les Black Blocs. Donc on peut pas. Je sais que c'est la rhétorique du ministre de l'Intérieur. C'est son récit. Écologie égale terrorisme. Vous vous rendez compte, qualifier ses opposants de terroristes, dans quel pays on fait ça dans le monde? Il veut dissoudre les soulèvements de la terre que vous allez soutenir aujourd'hui. Et le Conseil d'État nous a donné raison, a trouvé que c'était une atteinte non proportionnelle à la liberté d'association et qui n'avait pas le début de commencement d'une preuve pour le faire. Et donc, la suite de ça, c'est qu'on criminalise ses opposants, que ça met en danger les écologistes dans ce pays parce qu'il n'y a jamais eu autant d'agressions contre des écolos. Un maire, en Corrèze, en août, a défilé sur un char à la Saint-Bernard avec une banderole « Mort aux écologistes ». J'ai entendu personne au gouvernement, personne dans la majorité s'en offusquer. Et la fin, c'est de la répression comme à Sainte-Soline, où moi j'ai toujours condamné toutes les violences contre les policiers en pensant à eux, à leur famille, à toute cette profession. J'ai pas de problème à le dire et à le redire. Je n'ai jamais entendu Gérald Darmanin s'excuser pour les 30 000 manifestants, dont moi, dont mes collègues, dont plein d'autres pacifistes qui ont vécu des éléments extrêmement traumatisants, à qui personne n'a jamais adressé d'excuses. 3 personnes entre la vie et la mort pendant des semaines. Et là, jamais d'excuses, jamais de remise en question. Le maintien de l'ordre, ça s'organise avec des organisateurs de manifs, mais aussi avec les gouvernements. Et ça, j'aimerais bien qu'on leur pose la question aussi de temps en temps. Merci Marine Tourdelier.